J'ai reçu hier le prix Maurice Bessy, vous savez ça, non? Ah oui, c'est un prix qu'on donne ici pour dire on donne un prix à un monsieur qui a fait beaucoup de choses pour le cinéma. On vous a entendu quand vous avez fait la montée des marches, ils ont cité, on a dit Ah bon, ouais. Voilà, c'est parce que j'avais reçu ce prix qui est un chèque. Pas grand, mais quand même. Voilà. Bon. Alors je vous demande, on a demandé à tout le monde de vous présenter, même si vous êtes... Voilà, ben. Écoutez, je suis l'un des fondateurs de la Cinémathèque suisse parce que lorsque j'avais 20 ans, en 1945, ce qui remonte loin, j'avais pendant mon adolescence été beaucoup au cinéma. J'étais en Suisse, le cinéma était bon marché et donc j'allais beaucoup au cinéma. Et puis, en 1945, en septembre 1945, un jour, j'ai remarqué une affiche dans la ville et sur cette affiche, il était dit « Image du cinéma français ». Donc, je n'ai jamais très bien compris pourquoi, mais j'ai décidé d'y aller. Je suis donc allé voir cette exposition. Je n'avais jamais entendu parler le mot cinémathèque, je ne savais pas ce que c'était. Mais j'ai vu cette exposition où il y avait des feuillades, il y avait Méliès, il y avait jusqu'à René Clair et tout. Je ne connaissais pas grand-chose. Et au bout de cette exposition, qui m'a beaucoup intéressé, il y avait un rideau et il y avait un monsieur qui était là qui m'a dit, vous savez, je peux vous passer un ou deux bouts de film. Alors j'ai dit oui et j'étais seul public. J'étais tout seul, assis comme ça. Et ce monsieur, en 16 mm, m'a dit, voilà, je vous passe des films. Et il m'a passé un petit morceau d'un film qui s'appelait Le Brasier Ardent, bon, un film un peu d'avant-garde. Et puis ensuite, il m'a passé Entr'acte de René Clair et ensuite Un chien andalou. Je me suis évidemment levé. Je n'avais jamais pu imaginer qu'il y avait un cinéma comme ça, enfin bon. Donc je me suis levé et j'ai repassé le rideau. Et pendant que je passais le rideau, il y a une main qui s'est posée sur mon épaule. C'était pas du tout la main du monsieur qui avait fait la projection, mais une main comme ça. Et ce monsieur m'a dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je dis rien, ou je ne sais pas. Et il m'a dit, je suis Langlois, c'est moi qui organisais l'exposition, venez boire un verre avec moi. Donc je l'ai suivi, on a bu un verre et il m'a dit qu'il avait fait la même chose avec d'autres gens qui étaient généralement 2 ans ou 3 ans, qui avaient 2 ou 3 ans de plus que moi, pour leur dire, je suis venu à Lausanne, j'ai fait cette exposition, vous devriez faire un ciné-club. Et donc ces gens-là ont fait le ciné-club, je les ai rencontrés et nous avons, toujours avec Langlois, décidé de créer la Cinémathèque suisse en 1948. Ça veut dire que je suis entré tout de suite à la Cinémathèque et moi j'avais je ne sais pas, je pensais que je pourrais peut-être un jour faire de la radio, éventuellement du théâtre, éventuellement d'écrire des sommes romanesques, je ne sais pas très bien ce que j'aurais pensé faire, mais j'avais de vagues idées comme ça sur l'art, et je suis entré brusquement dans le cinéma et je n'en suis pas ressorti. Voilà, c'est très simple, hein? D'autant plus que j'avais, pendant la guerre, en 1943 ou 4, j'avais vu un film qui m'avait beaucoup impressionné. Je crois que j'étais allé le voir tous les jours. Hein? Et c'était Lumière d'été, parce que je découvrais Prévert. Pour le moment, j'avais jamais lu Prévert. Enfin, d'ailleurs, on ne pouvait pas lire Prévert. Parole en français est sortie en 1945, je sais pas. Et j'avais entendu ce texte de Prévert, joué par Brasseur, formidable, et qui était mis en scène par Grémillon. Or, quand j'ai rencontré Langlois, je suis allé dans un café, là, près du musée, et il m'a dit, le président de la Cinémathèque française va arriver dans un moment,
D'ailleurs, vous allez le connaître, il s'appelle Grémillon. Alors j'ai dit, c'est formidable, voilà que j'entre déjà du côté des vedettes, voilà. Et Grémillon, à l'époque, c'était vraiment, c'est resté un grand metteur en scène. Et voilà, donc moi, ma vie, c'est ça, c'est que je suis entré comme ça dans le cinéma. Et à partir de là, j'ai plutôt, oui, j'ai rencontré beaucoup de gens à cause de la Cinémathèque. J'allais pour le Ciné-Club de Lausanne chercher des films à Paris, donc j'arrivais à la Cinémathèque française. Dès que j'arrivais à la Cinémathèque française, je voyais des films, je rencontrais des gens. Langlois et Mary Merson me recevaient comme ça gentiment et par conséquent, je suis entré très vite dans les milieux de cinéma. Et donc après, j'ai rencontré des gens, j'ai écrit des livres, et puis je me suis intéressé comme ça au cinéma. Je dirais encore une chose, c'est que la Cinémathèque était créée en 1948. Il n'y avait aucune aide de l'État, c'était comme ça, c'était créé ça, avec des petits moyens de la ville de Lausanne qui nous avait donné une espèce d'appartement. Et à ce moment-là, on a dit il faut peut-être organiser une grande inauguration publique. Et on a fait ça en 1950, donc après 2 ans de Cinémathèque. Et là, j'ai dit, nous voulons prendre un parrain, quelqu'un qui sera le grand maître des cérémonies. Et là, j'ai décidé que ce grand parrain serait M. Stroheim. Je suis donc allé à Paris, grâce à Langlois, je suis été trouver Stroheim. Et en 1950, la Cinémathèque a été inaugurée officiellement avec Stroheim. Pour moi, c'était important parce que c'était d'une part un grand acteur que les Français connaissaient bien, mais c'était surtout un grand réalisateur. Enfin voilà. Et à partir de là, on a fait un bal, on a fait comme ça des manifestations multiples. Tout ça n'a pas eu beaucoup de succès. Et à un moment donné, là, on s'est même dit qu'on allait fermer la Cinémathèque, il n'y avait pas d'argent. Moi, j'ai continué quand même de m'occuper de la Cinémathèque parce que dans les années en 52 ou 51, déjà très tôt, j'ai rencontré des gens, notamment de Genève, moi j'étais donc à Lausanne, qui me disaient nous, le cinéma nous intéresse, il faut que tu apportes des films, il faut que tu viennes avec nous et tout ça. Et il y avait Tanner déjà. Il y avait Tanner, il y avait Goretta. Ils étaient étudiants, eux, à Genève, mais ils étaient déjà passionnés de cinéma. Et donc, aussi grâce à eux, j'ai fait venir des films, j'ai fait venir des réalisateurs. J'ai eu le contact avec eux. Et pour eux, ça a été très long pour passer à la réalisation. Tanner, il avait fait un diplôme de je ne sais pas quoi sur les navires. La Suisse n'a pas de navire, mais c'est pour ça qu'il a fait un film sur Gênes. Hein, il a fait un de ses derniers films, c'était sur Gênes, parce qu'il avait été travailler sur un bateau à Gênes. Et alors, voilà. Et donc, ils commenceront seulement après les années 60. Et puis, j'ai eu aussi pas mal de contacts avec les cinéastes suisses-allemands un peu plus tard. Enfin, voilà. Et je pense aussi que la Cinémathèque suisse, elle a eu ce rôle, c'est de préparer un peu comme la Cinémathèque française, qu'on a appelé la Nouvelle Vague, c'est-à-dire que les gens ont commencé de s'exprimer par le moyen du cinéma, alors qu'ils auraient pu, je sais pas, écrire des articles, mais là, il y avait une autre idée, c'était d'essayer de faire passer des images de la Suisse, les situations de la Suisse, les problèmes de la Suisse à travers le cinéma. Et ça a été important. Ben. Justement, parlant de la Suisse et du cinéma suisse, est-ce que le cinéma peut aider à la Suisse qui maintenant se renferme un peu sur elle-même à sortir et à comprendre que le monde se mondialise? Oui, non, il y a eu, alors, bon, il y a eu donc, ça a été une période, je veux dire, la période Tanner, Goretta,
surtout Michel Souter, qui pour moi est un grand cinéaste, qui est mort il y a 2 ans, qui avait des films à Cannes. Enfin, tout le monde saluait à New York ou à Londres, on disait « Vive le cinéma suisse ». C'était surtout un cinéma genevois, il faut bien dire. Et puis, un peu plus tard, il y a eu quelques personnes en Suisse allemande, puisque la Suisse, c'est encore la Suisse allemande, la Suisse italienne, etc. Et en Suisse allemande, par exemple, Daniel Schmitt. Moi, j'ai écrit un livre sur Daniel Schmitt. Il avait signé seulement 2 films. Mais tout de suite, j'avais trouvé chez lui une originalité, un goût comme ça. Il avait travaillé un peu avec Fassbinder, etc. Alors, voilà. Et puis, donc, ce cinéma est parti comme ça, jusqu'à des gens comme Freddy Mourer, par exemple. Et puis maintenant, c'est assez compliqué d'en parler. D'abord, la Suisse est refermée sur elle-même, en effet. Et d'autre part, on a cru que si on construisait, on n'en construit pas, mais si on met en place des écoles de cinéma, des écoles où on travaille l'audiovisuel et tout ça, on va faire naître le cinéma. On fait pas naître le cinéma de ça, comme ça. On fait naître le cinéma de l'envie que les gens ont. On peut aller prendre des cours de cinéma, ça ne veut pas dire que vous ferez le cuirassé Potemkin, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, il y a tout un côté comme ça, aussi sur la critique. Moi, j'ai fait beaucoup de critiques dans ma vie. Je devais bien gagner ma vie, donc je gagnais ma vie en faisant de la critique. Dans un journal qui était très libéral, enfin, je pouvais dire tout ce que je voulais, et j'avais une grande page. Et tous les films de la semaine, je faisais des articles et tout ça. Il n'y avait pas la télévision. Hein, les années 50, il n'y avait pas la télévision. Et donc là, j'ai eu une action avec beaucoup de monde dans les ciné-clubs, toute la Suisse. Il y a eu une action tout à fait étonnante. Et quand j'allais quelque part, moi à Saint-Gall ou à Zurich ou à Bâle ou dans une petite ville, il y avait 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes qui étaient là et qui voulaient voir un film de Pudovkin, voulaient voir un film de Renoir et tout ça. J'avais un vrai public. Et ce public, c'était ce qu'on appelait les cinéphiles. Et puis ce public est peu à peu disparu, la télévision a tout changé. Et en même temps, dans les journaux, les chroniques sont devenues de plus en plus petites. Je suis à Cannes et je ne fais presque plus rien sur le journal. Voilà, c'est comme ça. Justement, qu'est-ce que vous faites ici à Cannes? Quelle est votre activité? Écoutez, moi je viens à Cannes depuis très longtemps. Donc je suis venu à Cannes d'abord parce que je voulais me renseigner sur le cinéma qu'on faisait dans le monde entier. Et d'autre part, pendant quelques années, je me suis occupé du festival de Locarno. D'abord, je me suis occupé pendant plusieurs années, je faisais des rétrospectives à Locarno. C'était très important parce que la Suisse était déjà un pays fermé. C'était très lié aux corporations et tout ça. Et par conséquent, c'était très difficile de voir des films. Donc, je me rappelle, par exemple, on a fait une rétrospective Bergman, alors que Bergman avait déjà fait 15 films. On n'en avait jamais vu un dans les salles. Donc, je me suis occupé pendant très longtemps des rétrospectives à Locarno. Et puis un jour, avec un directeur qui s'appelait Beretta, et puis un jour, il a disparu, il a dit que, enfin, il avait quitté. Social du cinéma, alors, parlons de ça. Écoutez, moi, non, mais moi, ce que je peux dire, c'est quand même parler du cinéma suisse. Le cinéma suisse, il a été véritablement un moyen pour les Suisses de reconnaître une image d'eux-mêmes où ils pouvaient se reconnaître et où ils pouvaient aussi connaître les problèmes qui sont les leurs.
Il y a une chose très intéressante dans le cinéma suisse des jeunes, notamment genevois. Il y a beaucoup de thèmes, de situations qui sont des situations de personnes d'un certain âge. Par exemple, Charles Noir-ou-Vif. C'est un vieux monsieur. Hein? C'est le premier grand film de Tanner. C'est le premier film de Tanner. C'est un vieux monsieur qui est arrivé du Jura dans la ville de Genève, qui a fait des affaires, qui marche très bien, et qui donne son entreprise à son fils. Alors, ce jour-là, on lui dit, il faut venir devant un appareil de télévision pour raconter votre vie, vous avez réussi. Or, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai raté, parce que j'ai tout perdu en faisant marcher mon entreprise. Et à ce moment-là, il devient un monsieur il part dans la campagne, il devient un peu fou, et finalement, on l'envoie à l'asile. Ça, c'est tout à fait important. Jamais ça avait été fait dans le cinéma. Il y a eu du cinéma suisse pendant la guerre, mais c'était un cinéma suisse d'édification nationale. Il fallait dire la Suisse est seule, il y a l'Italie, il y a les Allemands. On est tous là, vive les Suisses, vive Guillaume Tell et tout ça. J'ai rien contre ce cinéma-là, mais le cinéma suisse a été un cinéma qui disait attention, il n'y a pas que les montagnes en Suisse, mais il y a quand même un certain nombre de problèmes. Le problème du vieillissement des gens, le problème de la jeunesse, l'immigration. L'immigration italienne a donné des thèmes de films. San Gottardo, il y a eu des films sur le rapport de la Suisse avec l'Allemagne. Enfin, quand même, la Suisse a un jour condamné à mort un monsieur qui n'avait pas fait grand-chose. Il avait vendu, parce qu'il était au chômage, 2 ou 3 grenades aux Allemands. Et on l'a condamné à mort. Et en même temps, on envoyait des trains entiers d'armement allemand aux Allemands, enfin, forcément. Donc, il y a eu toute une part aussi de documentaires suisses. Moi, je crois que le cinéma suisse, parce qu'il était libre, fait par des jeunes gens qui avaient une certaine conscience du monde, il faut aussi le dire, qui étaient généralement marxistes. En tout cas, ils avaient été travaillés par Marx dans les années 60. Comment est-ce qu'on pouvait ne pas penser au monde sans passer par là? Et donc, ils ont beaucoup travaillé sur les portraits de Suisse dans ce monde étrange qui était un monde fermé, un monde où il y a des banques très sérieuses, mais où finalement les grands problèmes n'étaient pas posés. Il y avait les films, il y avait Souter qui a fait un film qui avait été sifflé à Locarno, qui s'appelait La Lune avec les dents, sur le malaise, ça c'était pas un vieux, mais le malaise des jeunes. Il y avait un film de Jean-Louis Roy aussi sur le malaise de vieux. Enfin, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées à ce moment-là par le cinéma tel qu'on a décidé de le faire. Et c'est pour ça que moi je suis très content. Moi, en plus, je dirais que je me suis jamais occupé du cinéma et de la cinémathèque pour un jour faire du cinéma. Voilà. Je ne suis pas un cinéaste rentré qui dit non. Finalement, j'ai fait ce travail-là parce qu'il fallait faire connaître le cinéma, il fallait dire voilà le grand cinéma allemand, voilà des Fritz Lang, voilà des Pabst, etc. Voilà ce qu'il y a là-dedans. Regardez le cinéma américain, notamment muet, le cinéma français d'avant la guerre, le cinéma soviétique et tout ça. Alors, il fallait faire ça. Vous avez vu beaucoup Pardon? Vous avez vu
beaucoup de films, et aussi ici à Cannes. Oui, j'ai vu beaucoup trop de films dans ma vie. C'est pas que vous avez vécu plus dans l'irréel qui donne le cinéma que dans la réalité. Est-ce que le cinéma c'est un moment de irréel, de rêve? Non, moi j'ai quand même toujours considéré que le cinéma c'était en rapport avec la réalité. Ça, en ce sens, c'est assez différent de la télévision. Mais aujourd'hui, télévision, cinéma, les images se recouvrent et peut-être qu'en effet, on croit que c'est de la réalité et puis finalement, ce sont des images. Alors qu'il y a eu ici, à Cannes ou ailleurs, moi j'ai eu beaucoup de relations avec les jeunes cinéastes des pays de l'Est. Là, je suis allé beaucoup à Prague, et donc j'ai rencontré tout de suite des gens comme Forman, Menzel et tout ça, qui étaient déjà contre le régime. Même s'ils faisaient des films, ils étaient bien obligés de faire des films qui allaient dans le sens. Ou à Moscou, ou en Roumanie, ou en Bulgarie. Enfin, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et moi, ça m'a toujours intéressé de voir dans quelle mesure ils essayaient justement de livrer une critique du régime, si possible qu'elle puisse passer. Car il y avait évidemment des censures énormes. Et je racontais là tout à l'heure à la radio, moi, un de mes souvenirs de Cannes, c'est un souvenir très étonnant, qui doit dater de 67, 6 ou 7, je ne sais pas. C'était encore l'ancien palais et on m'a dit, on était un petit groupe de gens, je ne sais pas, on était 20 ou 25. Des critiques de l'époque un peu fous comme ça, hein, c'était 5 ans avant 68. Et on nous a dit, ils avaient prévu de mettre au programme le film de Tarkovsky et Roublov, mais le film est interdit. Et un soir, à minuit, comme ça, on a dit, il y a une copie qui est arrivée. Il y avait une petite salle, vous n'avez pas connu ça, mais une petite salle qui s'appelait la salle Cocteau, là-bas. Et on s'est retrouvés très tard, peut-être 3 heures du matin, pour aller voir en douce Roublov. On était là quelques-uns et c'était une grande, c'était une espèce de révélation. Et quand on est sorti, le soleil se levait, c'est vraiment des souvenirs inoubliables. Voilà, donc pour moi, moi j'ai toujours été, évidemment, me suis toujours intéressé au rapport que la vie, que la société a avec le cinéma. C'est une des raisons pour lesquelles je n'étais pas toujours, et pendant un certain temps, d'accord avec la nouvelle vague française, notamment avec un de mes compatriotes, qui est Godard, parce que je trouvais que À bout de souffle, c'était finalement l'histoire d'un petit voyou, c'était fait autrement qu'Quai des Brumes, mais finalement, il n'y avait que du style, mais que ça ne disait pas grand-chose. Et donc là, j'ai été assez méchant sur la nouvelle vague jusqu'à un certain point. Et bon, par ailleurs, j'entretiens avec Godard des rapports tout à fait amicaux. Il a fait un film qui m'est dédié, hein, mais c'est un peu plus tardif. Et puis, je trouve que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est un travail qui est digne de la plus grande admiration. Et je le vois travailler, il travaille tout seul, loin du monde. Est-ce que personnellement, le film a pu aider quelqu'un de faire des choix dans sa vie? C'est-à-dire, en voyant beaucoup d'autres vies, est-ce que ça peut, personnellement, à une personne, aider? Moi, je pense quand même. Ça dépend à quel niveau ça se passe, mais on va écouter d'abord sur les filles, les femmes. Je vais dire que Sitcharis, pour moi, c'était une manière de montrer la femme. Bon. Et bon, j'ai une femme qui trouve que c'est un point de vue idiot ce que je dis là, parce que bon, mais non, mais c'est vrai que dans la vie, par rapport aux mœurs, il y a une façon
d'aller, de venir, de regarder quand même, qui vous vient du cinéma. Alors ça peut venir de Sid Charisse ou de Marlène ou de Louise Brooks, enfin des choses comme ça. Mais ça c'est un niveau, disons, un peu anecdotique. Mais par ailleurs, quand même, je pense que le cinéma... moi je suis plutôt de culture surréaliste. Hein. Après ce que je vous ai dit, moi je suis entré dans le cinéma comme ça, grâce à des gens comme Prévert que j'ai rencontrés assez vite et tout ça, et j'ai commencé à lire le surréalisme, un peu de marxisme, enfin comme ça, et d'avoir un point de vue sur la société qui était un point de vue, il faut bien dire, critique, surtout de la société suisse. Je pense que j'ai trouvé dans les films une certaine manière d'être. Alors je disais par rapport aux femmes, mais par rapport à l'amour, pas seulement avec les filles, par rapport à une certaine classe sociale, par rapport à la politique. Enfin, il me semble que lorsqu'un film vous parle, il vous dit des choses, c'est absolument sûr. Alors moi, c'est en fait ceux qui m'ont parlé sont ceux des gens dont j'ai parlé dans ma vie. Je veux dire, là je peux dire récemment, si vous voulez, Godard, mais dans l'histoire du cinéma, c'est des gens comme Stroheim, comme Sternberg, comme Jean Renoir, bien sûr, enfin voilà, qui avaient quand même une idée de ce qu'ils avaient à faire avec le cinéma. Dans les gens que j'ai rencontrés assez tôt, et qui ont eu pour moi une influence dans ma vie, je pense qu'il y a Michel Simon. Parce que Michel Simon, il était suisse, mais c'est un Suisse qui est parti très tôt. Enfin, d'abord, il est parti, il est revenu, il est reparti à Paris. C'était un type qui avait une très grande culture, et vraiment une très grande culture. Il a fait des films un peu pour gagner des chèques, parce qu'à un moment donné, il trouvait qu'il ne pouvait pas dire ce qu'il avait à dire en tant que comédien. Il a fait La Talente, vous comprenez? La Talente, c'est lui qui a plus ou moins payé, ça lui a coûté très cher. Ensuite, il a fait La Chienne avec Renoir, ça lui a coûté très cher. Et à un moment donné, il s'est dit, après tout, je vais jouer ça le mieux possible. Et d'ailleurs, je trouve que c'est tout à fait intéressant comme panorama d'acteur, mais comme type aussi. Moi, j'ai eu la chance comme ça d'être très proche de lui, de le rencontrer beaucoup dans la vie, et il avait sur l'art, sur le cinéma, des idées qui m'ont été très, très chères. Je pensais à lui d'ailleurs hier en voyant le film de Pacino, parce que Simon, par exemple, il disait « Molière, c'est pas mal, mais enfin, quand on réfléchit bien, ça ne va pas aussi loin que Shakespeare. » Et il m'a fait des grandes théories sur Shakespeare, et je pense qu'il avait tout à fait raison. Ceci dit, tout le monde ne peut pas monter Shakespeare, tout le monde ne comprend pas bien Shakespeare, etc. Alors voilà. Oui, donc il y a des gens comme ça, et puis quand même, j'oublie peut-être le plus important, c'est-à-dire Buñuel, parce que Buñuel, je l'ai beaucoup vu. Je l'ai vu au Mexique, et puis après, il m'a dit, quand il est venu travailler à Paris avec Silberman, il m'a dit, je fais mon plan de tournage, je suis un type organisé, je ne prends pas 1 centimètre de plus de pellicule, je suis organisé, je sais ce que je fais chaque jour parce qu'il se levait très tôt le matin, il se faisait lui-même un petit déjeuner, puis après il allait se promener dans un parc comme ça, et il préparait le plan ou 2 plans de la journée. À midi, il allait faire les plans, à 4 heures, c'était bouclé. Les producteurs m'adorent parce que bon, disait-il. Et alors, en plus, il venait à Lausanne. Il y avait le train, et il venait à Lausanne tout le temps. Dès qu'il avait 2 jours, 3 jours, il venait à Lausanne. Et quand il arrivait, il me téléphonait, écoute, j'arrive. Et donc j'ai aussi beaucoup... Je n'ai pas tellement parlé de cinéma avec lui. Ça, c'est une chose assez étrange.
j'ai beaucoup parlé des fleurs, du ciel, de la pluie, des gens, enfin comme ça. C'était un personnage tout à fait, un vrai surréaliste. Mais je ne pouvais pas le prendre comme ça pour lui dire, Louis, explique-moi pourquoi il y a ci ou ça. Ça ne m'intéressait pas du tout. Il lisait pas les critiques. Il disait, j'ai fini le film, je pars au Mexique. Enfin voilà, mais ça a été aussi un homme pour moi important parce que, et puis l'art avec lui d'aller boire un verre quand même, ça existe aussi. Il y a des images de cinéma et de films que vous avez vus, que vous vous rappelez et que vous pouvez nous raconter. Oh, oui, je sais pas, je pourrais vous raconter quand même que quand j'ai vu la première fois le chien andalou, la main par terre, les fourmis, pour moi l'âge d'or, ça reste un de mes films préférés. Et puis à part ça, évidemment, il y a Vigo, effectivement La Talente, parce que dans La Talente, Michel Simon, il a pris l'accent suisse. Il a le même accent que moi ici, j'ai un peu l'accent suisse. Et il a pris un accent suisse, donc à lui de travailler sur la chienne. Enfin, non, j'ai beaucoup d'images, mais dans les images mentales qui pourraient me revenir, c'est évidemment plutôt les images de femmes. J'ai été complètement amoureux de Louise Brooks. C'est-à-dire que quand j'ai vu Loulou, et ça les gens peuvent difficilement comprendre ça, parce que quand j'ai vu Loulou, ça devait être dans les années, je sais pas, tout à fait au début de la Cinémathèque, dans les années 52, peut-être comme ça. On avait, nous, une copie de Loulou. Alors je me passais ça à la table, mais évidemment, j'avais compris que c'était une copie qui n'était pas complète du tout. Alors, j'avais téléphoné à la Cinémathèque de Belgique pour leur demander s'ils avaient aussi une copie. Puis j'ai téléphoné à la Cinémathèque de Milan, à Comencini, pour lui dire est-ce que tu as une copie. Puis naturellement, j'ai demandé une copie à Langlois. Donc j'ai fait revenir à Lausanne plusieurs copies. Et j'ai constaté avec étonnement que dans Loulou, les textes changeaient complètement d'une copie à l'autre et d'un pays à l'autre. Au point même que, je crois dans la copie italienne, il y a un monsieur qui vient, c'est son amant. Et on dit que c'est son grand-père, etc. Alors je me suis livré avec des tout petits moyens, ça, de remettre en place comme ça cette copie de Loulou, parce que j'étais complètement fou de Louise Brooks, que j'ai essayé de voir, à qui m'envoyait des lettres, elle m'envoyait des cartes postales formidables, et que j'ai rencontré un peu plus tard. Et puis après, quand j'ai vu aussi trois pages d'un journal de Pabst, Pabst était un des cinéastes qui m'avait beaucoup impressionné. Je dois dire que le cinéma allemand, entre Caligari, entre 1920 et l'arrivée de Fritz Lang, c'est un cinéma qui m'a beaucoup... Mais on ne sait pas ça. Je crois qu'on ne sait pas. Moi, je dis la magie, vous comprenez, on voit s'il y a de la magie ou pas, mais c'est impossible à saisir. Quand vous voyez, là j'ai vu le film taïwanais, qui s'appelle En avant vers le sud, ou je sais pas quoi. Vous comprenez, d'emblée, on voit que c'est un metteur en scène. Vous pouvez ne pas aimer le film si vous voulez. Je dis d'emblée, c'est un metteur en scène. Et alors après, les choses qui se passent, c'est pas tellement important de savoir qu'est-ce qu'il raconte exactement, mais à un moment donné, je ne sais pas si vous avez vu le film, mais il y a deux motocyclistes qui sont pris par un grand travelling arrière. Ça sert à rien, ça ne sert à rien dans le film. En plus, c'est très très long, mais ça vous apporte quelque chose sur le monde. C'est pour ça que je suis un admirateur total j'allais dire Godard, de Straub.
Parce que les films de Straub, justement, il n'y a jamais rien qui dépasse, vous comprenez? Alors j'ai vu beaucoup, par exemple, Othon. Les gens ne vont pas voir ça, ils trouvent ça horrible, etc., en disant il ne se passe rien. Mais si vous voyez Othon, il y a un plan très très long sur un mur, vous regardez le mur, comme il n'y a rien à voir, vous regardez encore un peu plus le mur, et à un moment donné, vous constatez qu'il y a une petite touffe d'herbe. Et c'est ça que vous regardez, et c'est de la magie que voulez-vous. Et en même temps, si Sid Charisse entre dans l'écran, c'est aussi de la magie. Mais c'est pas si simple. Mais c'est comme en peinture. Moi, j'aime bien la peinture. À certains égards même, je préfère peut-être la peinture au cinéma, surtout le cinéma d'aujourd'hui. J'ai remarqué ça quand je vais au Festival de Berlin. Après 2 ou 3 jours, je vais voir un peu les romantiques à la galerie romantique parce que je vais voir les films les toiles de Friedrich que je trouve plus belles que beaucoup de films. Donc j'ai toujours été très proche de la peinture, j'ai écrit sur la peinture, etc. Et c'est la même chose, qu'est-ce que vous voulez? C'est un tableau de Bonnard ou de Monet, ça ressemble c'est un jardin, il y a des fleurs ou il y a une porte ouverte. Ça ne veut pas dire grand-chose et puis il y a tout à coup ce mystère, c'est ça. Alors dans le cinéma d'aujourd'hui, je trouve que c'est un mystère qui devient de plus en plus rare, voilà.